Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue aux webinaires nationaux en prévention du suicide 2020, une série de webinaires gratuits présentés par l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide, ainsi que le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'Université du Québec à Montréal. À l'origine, devait avoir lieu à ces dates le Congrès national en prévention du suicide Ensemble pour la vie. C'était à l'Université du Québec à Montréal. En raison de la COVID-19, cet événement a été remis au 27, 28 et 29 octobre 2021 à Montréal avec des activités pré-congrès le 26 octobre. Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez les sites de l'AQPS, de l'ACPS et du CRIS pour plus d'informations à propos de cet événement d'envergure nationale. Je suis Jérôme Godreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Christine Genet. Madame Genet est professeure agrégée de la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal, chercheure au CRIS et au Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Elle va présenter durant une quarantaine de minutes et répondra ensuite à vos questions pendant environ 20 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les posez en utilisant le chat ou forum de discussion. Vous pouvez accéder au forum de discussion en cliquant sur le bouton chat au bas de l'écran. La présentatrice ne verra pas vos questions directement pour lui permettre de se concentrer sur sa présentation. Par contre, je lirai toutes les questions qui seront posées et à la fin, je choisirai quelques questions que je poserai à la présentatrice pour qu'elle puisse y répondre. La durée totale de la présentation et de la période de questions est d'1 heure et nous finirons au plus tard 5 minutes après l'heure prévue. En terminant, toutes les présentations sont enregistrées. Elles seront accessibles sans frais pour visionnement en différé quelques semaines après l'événement sur les sites de l'Association québécoise de prévention du suicide, de l'Association canadienne pour la prévention du suicide et du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'UQAM. Alors, j'invite maintenant Mme Genet à débuter sa présentation. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager la présentation sur la compréhension du suicide et des comportements suicidaires chez les policiers. Donc, c'est un sujet d'actualité si on pense à ce qu'on a vu dans les nouvelles cette semaine. Donc, j'espère susciter votre intérêt et à la toute fin, je pourrai répondre à vos questions. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est principalement au niveau de l'épidémiologie du suicide chez les policiers. Un peu vous dresser un portrait du contexte de pratique des policiers. C'est quoi les facteurs de risque ainsi que les facteurs de protection chez cette population-là en particulier et les interventions qui existent actuellement, qu'on connaît dans la littérature pour la prévention du suicide, la prévention des blessures de stress opérationnel aussi chez cette population-là. Pour faire un peu l'historique de ce projet de recherche-là qu'on a entamé, c'est en 2019, les IRSC, qui est un institut de recherche de santé, qui est l'Institut de recherche de santé au Canada, qui ont positionné la santé mentale des travailleurs du personnel de la sécurité publique, qui sont policiers, pompiers, paramédics, répartiteurs. Ils ont identifié comme étant une problématique majeure et de dire que cette population-là, en raison de leur contexte de pratique, était plus à risque de vivre des événements potentiellement traumatiques qui entraîneraient des blessures de stress post-traumatique et possiblement du suicide. Donc, on s'est intéressé à faire une certaine recension des écrits pour un peu comprendre c'est quoi la problématique qui existe de suicide chez cette population-là et les interventions qui sont connues. Si on pense à la mortalité par suicide au niveau de l'épidémiologie, il faut faire très attention quand on pense à des données épidémiologiques pour les morts par suicide chez les policiers, parce que c'est très difficile de comparer le suicide chez les policiers avec le suicide dans la population en général, parce que c'est une sous-population, c'est un petit groupe, donc difficile des fois les comparaisons entre la population générale puis un certain nombre. Si on regarde sur seulement quelques années, pas très longues, la variation d'un ou deux décès peut jouer énormément sur les taux. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de faire les comparaisons avec la population générale. Les écrits ne s'entendent pas toujours pour à savoir c'est quoi la différence. Et surtout aussi que la population des policiers, c'est une population qui, en soi, a des facteurs de protection aussi quand on compare avec la population en général. On pense à ils sont en emploi, ils travaillent. Le fait aussi qu'à l'embauche, généralement, ils passent des tests. Donc, au niveau de la santé mentale, ils devraient être considérés, entre guillemets, moins à risque. Toutefois, on se rend compte que les taux, par contre, peuvent être quand même soit similaires ou même supérieurs à la population générale.
Ce qui nous fait dire que c'est une problématique qui est d'enjeu majeur, c'est que déjà en 2018, en Ontario, il y a eu 9 décès de policiers en 2018 et en 2019, l'Ontario a décidé de faire un rapport puis d'enquêter un peu pour comprendre ces décès-là. Et au Québec, le coroner identifie que depuis 2000 jusqu'à 2010, c'est quand même des données préliminaires, il y aurait eu 51 policiers qui seraient décédés par suicide. Donc, c'est quand même important. C'est une population qui est fragile, qui est à risque, à qui il faut s'intéresser. Je vous ai mis l'image de l'iceberg parce que les décès par suicide, c'est vraiment seulement la pointe de l'iceberg. Oui, il y a 51 policiers au Québec qui se sont suicidés en 2000-2019, mais ça, c'est sans compter tous ceux qui ont fait des tentatives de suicide, ceux qui ont eu des plans suicidaires, ceux qui ont eu des idéations de suicide. Encore là, c'est difficile d'avoir les nombres exacts. Par contre, il y a une étude de Carterton, une étude canadienne qui a été menée justement, c'est ça, à travers le Canada pour un peu essayer de comprendre l'état des lieux chez les policiers, chez l'ensemble du personnel de la sécurité publique, dont font partie les policiers. Et dans cette étude-là, ce qui a été soulevé, c'est qu'au cours de la dernière année, il y avait 0,2 de l'ensemble des participants, l'ensemble des policiers participants qui avaient fait une tentative de suicide au cours de la dernière année, 2,1 au courant de leur vie. Et ce qui était quand même, au niveau des idéations suicidaires, moi, c'est la partie que je trouvais qui était quand même assez importante, c'est 20,5 de l'ensemble des policiers. Donc, c'est un policier sur 5 qui, au cours de sa vie, avait eu des idéations de suicide. Au niveau de l'épidémiologie, ce qui est particulier au niveau des policiers, c'est vraiment le fait qu'ils ont accès à un moyen. Et c'est le moyen, d'ailleurs, qui est le plus utilisé chez les policiers, c'est l'arme à feu. Puis même que selon certaines études, l'arme à feu, celle de service, serait celle qui est le plus utilisée aussi pour le suicide chez les policiers. Donc, la particularité, c'est que c'est une population qui a accès facilement aux moyens. Si je veux vous dresser, parce que peut-être pas tout le monde est familier avec le contexte de pratique des policiers, on a une image de ce que font les policiers, mais c'est quand même un contexte de pratique qui est d'un contexte d'urgence. C'est aussi un travail qui se fait en équipe, mais en équipe généralement aussi de duo, donc ils comptent un sur l'autre. On va voir tout à l'heure, ça peut jouer comme un facteur de risque ou comme un facteur de protection à la fois. Ils sont exposés à répétition à des événements potentiellement traumatiques, entre autres des expositions à des suicides. Dans les dernières années, d'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont été faites sur les endeuillés par suicide, puis ça a été identifié que les gens qui étaient exposés à des suicides étaient des personnes qui pouvaient être un peu plus fragiles aussi, à force d'en voir à répétition. Ça peut être une certaine désensibilisation aux gestes suicidaires aussi. Le fait qu'ils portent une arme à feu dans le cadre de leur travail aussi, c'est une particularité de la pratique des policiers. Une autre particularité, des fois qu'on connaît un petit peu moins, c'est la présence d'un bureau d'enquête indépendant qui fait que les policiers ont toujours la crainte de dire est-ce que ce que je vais faire comme geste, est-ce que l'intervention que je vais faire, est-ce que je pourrais avoir une enquête par rapport à ce que je vais faire? Et c'est un milieu de travail qui est majoritairement masculin. Donc, quand on connaît un petit peu au niveau de la culture de genre masculine qui est un peu moins prompt à aller chercher de l'aide, un peu plus, il faut être fait fort, ça vient jouer aussi dans les facteurs de risque à ce moment-là. Tous ces éléments-là, je vous les ai présentés pour un peu vous expliquer quand on va voir plus loin les facteurs de risque, facteurs de protection. Donc, on commence avec les facteurs de risque. Donc, ça vient teinter un peu les facteurs de risque qu'on rencontre chez cette population-là. Les policiers font partie de la population générale, donc c'est sûr qu'ils ont les mêmes facteurs de risque que la population. Donc, ce sont majoritairement, on le dit, des hommes. S'ils ont des antécédents d'idéation suicidaire ou de tentative de suicide, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont devenir plus à risque. S'ils ont un problème de santé mentale, principalement un trouble de l'humeur, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être un facteur de risque. S'il y a des difficultés de couple, s'il y a de la dépendance au niveau de l'alcool, aussi à ce moment-là, ça peut devenir un facteur de risque. Ce qui est particulier avec cette population-là, c'est qu'il faut voir que dans le contexte policier, des fois, je ne dis pas tout le temps, je ne veux pas généraliser, mais il peut arriver que l'alcoolisme, l'abus d'alcool soit un petit peu plus normalisé. On va aller prendre une bière en gars après le travail, des choses comme ça. Ça peut devenir normalisé aussi. Ce qui est difficile à faire la distinction, là, on parle des difficultés dans les relations de couple en raison du contexte de travail. Des fois, c'est difficile de savoir aussi le travail de policier. Est-ce que les difficultés de couple sont liées à des difficultés organisationnelles? Est-ce que c'est pas séparé? Souvent, il y a un amalgame entre le contexte professionnel, le contexte personnel qu'on va retrouver. Je vous parlais tout à l'heure d'une enquête, d'un rapport qui avait été fait en Ontario
en 2019 concernant justement les suicides de policiers qu'il y avait eu en 2018 en Ontario. Puis ce qui ressortait comme problème de santé, ce qui ressortait comme facteur de risque, qu'est-ce qui faisait que certains policiers étaient plus à risque? Il disait justement, quand il y a un problème de santé mentale, c'est certain, c'est une base de fragilité, mais à cela, quand s'ajoute un événement de vie stressant, une perte personnelle ou un événement de vie stressant au travail ou un stress dans la vie du policier, ça va amplifier la problématique. Puis si on ajoute à ça un facteur d'impulsivité, un sentiment d'impuissance, du pessimisme, la difficulté à gérer ses émotions, un accès aux moyens, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se retrouve avec un cocktail plutôt explosif chez les policiers. Au niveau plus spécifique avec les policiers, je vous parlais des facteurs de risque qui sont les mêmes de la population générale, mais particulièrement avec le contexte des policiers, ce qu'on va voir au niveau social, c'est une intimidation, une discrimination face au rôle des policiers dans certains milieux. Si on regarde les nouvelles, si on regarde ce qui se passait dans les derniers mois, je n'ai pas tellement envie d'être un policier parce que la vision qu'on a de la police, c'est des gens qui peuvent être agressifs, violents. Il n'y avait pas une bonne presse. Donc, à ce moment-là, c'est comme si ton identité est remise en question et tout ça. Donc, ça peut avoir, c'est une particularité de leur rôle qui fait qu'ils peuvent être un petit peu plus à risque à ce moment-là. Il y a aussi le fait qu'ils ont l'impression, puis ça peut être une perception ou une réalité, que les services de santé ne répondent pas aux besoins. Ces gens-là, les policiers, amènent régulièrement des clients ou des gens qui côtoient, ils les amènent à l'urgence pour recevoir des services de santé. Ils les retrouvent quelques jours, quelques semaines plus tard dans la rue. Ils ont l'impression que le service de santé ne répond pas aux besoins. Ils ont aussi le fait que ils ont l'impression aussi, ils ne veulent pas être identifiés, puis ça rejoint la stigmatisation de la santé mentale, ils ne veulent pas être identifiés comme les clients qui côtoient. La santé mentale dans la population générale est quelque chose qui est stigmatisé, mais particulièrement chez les policiers, il y a cette stigmatisation-là parce que je ne suis pas si pire que la personne que j'ai croisée dans la rue. Je n'appellerai pas, je n'irai pas me présenter à l'urgence, c'est mes clients que j'amène à l'urgence. Je n'appellerai pas un 866 appel parce que je dis au monde d'appeler ce numéro-là. Ce n'est pas fait pour moi, ce numéro-là. Je ne veux pas être identifiée comme les clients que je peux rencontrer. Fait qu'il y a toute cette particularité-là au niveau des services de santé qui est à considérer aussi. Il y a la question d'isolement aussi. L'isolement à travers la société qui vient un peu avec l'intimidation, la discrimination. Des fois, ils vont avoir l'impression que les gens ne peuvent pas les comprendre ou des trucs comme ça. Pour avoir côtoyé certains policiers dans des projets que j'ai faits, ce qu'on voyait aussi au niveau des services de santé, c'était de dire que la personne, elle ne comprend pas ce que je vis. Je vais aller voir un thérapeute, je vais y parler de ce que je vis, puis finalement, il faut quasiment que je console le thérapeute parce que c'est tellement atroce que je lui raconte, elle n'est pas capable de... C'est difficile pour le thérapeute ou la thérapeute de comprendre ça. Donc, ils ne se sentent pas bien écoutés à ce moment-là. Au niveau organisationnel, les facteurs qu'on va voir aussi, c'est les conditions de travail ont un horaire assez irrégulier. La vision de la profession par le public, on en a parlé un petit peu plus tôt. La culture policière, c'est on est un Superman. On est là pour sauver le monde, on est là pour intervenir, on n'est pas là pour recevoir de l'aide. Il faut camoufler notre souffrance, il faut camoufler notre détresse. On est des hommes, on est forts, on n'a pas à être sensible ou à être fragile. Toute la culture organisationnelle aussi, on ne veut pas en parler, on ne veut pas être étiqueté. On travaille dans une gang de gars, je ne veux pas avoir de l'air du faible de la gang, donc on n'en parlera pas. Il y a tout le manque du soutien organisationnel aussi qu'on peut voir. La crainte de si je le dis que je ne vais pas bien, je vais-tu pouvoir perdre une promotion? Est-ce que ça va être joué contre moi quand plus tard j'ai demandé une promotion? Donc à ce moment-là, ça peut venir jouer. TSPT, qui est le trouble de stress post-traumatique, le burn-out, qui est présent aussi chez cette population-là de façon plus importante aussi. Donc, on peut voir à ce moment-là le lien avec le suicide. L'accès aux moyens, ça, c'est la grosse question aussi. L'arme à feu, ça fait une certaine partie... Ça fait d'une certaine façon partie de leur identité professionnelle. Donc, il y a toute la question aussi que si la personne ne va pas bien, est-ce que je lui enlève son arme à ce moment-là? Comment je fais ce désarmement-là sans perdre l'identité professionnelle? Donc, il y a toute cette question-là aussi avec les policiers.
Le fait aussi qu'ils sont confrontés à la mort quotidiennement, puis aux exigences émotionnelles de l'emploi, ça peut les fragiliser. Ça peut même parfois les désensibiliser face à la peur de mourir aussi. Pour certains, c'est quelque chose qui pouvait être vu dans les écrits. Le cocktail le plus explosif, selon un auteur Violanti et collaborateur, ce qu'il disait, c'est que un des cocktails les plus explosifs, c'est un policier qui a un syndrome de stress post-traumatique et qui ne sent pas le soutien de l'organisation. Ça, c'est un élément, une situation particulière qui fait que le risque suicidaire est très important, serait très important chez cet homme-là. À force de lecture et à force de discussion avec des policiers sur des tables de concertation et tout ça, ce qu'on s'est rendu compte aussi comme facteur précipitant du geste suicidaire chez les policiers, puis les moments auxquels on devrait être particulièrement vigilant quant au niveau de risque chez les policiers, c'est quand il y a une mise sous investigation. Donc, à tout moment, quand il y a une mise sous investigation, c'est comme si on questionne leur façon de faire, on remet en question leur rôle professionnel. Donc, à ce moment-là, ça peut être un moment marquant puis un moment très fragile au niveau du risque suicidaire, quand il y a une suspension et quand il y a le refus d'une promotion. C'est 3 moments charnières qui, en tant qu'organisation, on devrait être très vigilant au niveau du risque suicidaire de nos employés à ce moment-là. Par contre, il n'y a pas juste des facteurs de risque, j'espère bien, il y a aussi des facteurs de protection chez cette population-là. Comme dans la population générale, le fait d'avoir un soutien social, que ce soit au niveau de la vie de couple, que ce soit au niveau de la vie familiale, c'est sûr que ça va être un facteur de protection. Si on a accès à des services, puis accès à des services, je vais vous en parler plus loin de comment essayer de rendre accessibles les services. Parce que dans les facteurs de risque, je vous disais, quand les services, ils ont l'impression que les services ne fonctionnent pas, mais comment on peut faire en sorte que l'accès aux services soit amélioré? Le soutien organisationnel, bien entendu, ça va jouer comme facteur de protection quand il y en a un. Il y a différents programmes qui existent qui permettent cette déstigmatisation-là, puis qu'on sent que l'organisation va nous soutenir quand ça ne va pas bien. Donc, on pourra en parler plus loin. Les facteurs de protection plus spécifiques à la population policière, je vous parlais tout à l'heure qu'ils travaillent en équipe, ils travaillent en duo. Toute cette camaraderie-là, cet esprit de groupe-là peut jouer d'ailleurs comme un facteur de protection important. Si je sens que je compte pour mon collègue, que mon collègue compte sur moi, je ne ferai pas ça, je ne veux pas y faire subir ça. Donc, il peut avoir cet esprit de camaraderie-là. Par contre, ça peut devenir comme un facteur de risque si, par exemple, je ne fit pas dans la gang. Je suis un peu exclue du groupe ou je ne corresponds pas aux standards qu'on attend dans mon équipe. À ce moment-là, ça pourrait venir jouer comme un facteur de risque. Le fait aussi d'avoir un rôle social à jouer, le sentiment d'avoir un rôle social à jouer, je sers à quelque chose, je suis utile dans la société, ça peut jouer. C'est sûr que quand dans la société, on a de la discrimination ou de l'intimidation, bien là, c'est moins un facteur de protection, mais quand même, on sent qu'on a un rôle à jouer. À travers tout ça, maintenant qu'on connaît les facteurs de protection, les facteurs de risque par rapport au suicide, c'est intéressant, on s'est questionné à savoir, bon, maintenant qu'on sait ça, c'est beau, mais c'est quoi les interventions qui existent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à prévenir le suicide chez cette population-là, maintenant qu'on sait les différents facteurs de risque de protection? Ce qui est important de se rappeler, comme toujours, le suicide, c'est un phénomène qui est multidéterminé. Donc, on ne peut pas juste dire il y a une intervention qu'on va mettre puis ça va régler tous les problèmes. Il faut miser sur plusieurs niveaux d'intervention, qu'on aille de façon plus générale des interventions qui s'adressent à l'ensemble des policiers versus des interventions aussi qui s'adressent à ceux qui sont plus à risque ou ceux qui sont plus en crise suicidaire. Il faut avoir un éventail d'interventions. Il est impossible de prédire si une personne va faire une tentative de suicide ou pas. On ne peut pas savoir aujourd'hui puis dire lui, c'est des gens qui vont faire des tentatives de suicide. Ce n'est pas possible. Donc, il faut penser en termes de prévention universelle. Prévention universelle, ça veut dire qu'on veut renforcer les facteurs de protection. On veut essayer d'agir à l'ensemble de la population pour les rendre plus forts, plus capables de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On va aussi, compte tenu que le niveau de risque suicidaire varie d'une personne à l'autre, on va aussi essayer d'aller voir à un niveau plus sélectif, plus précis. Bon, on a toute la population qu'on a fait une intervention. On va essayer, par exemple, de déstigmatiser tout ce qui est santé mentale pour ramener les policiers à aller chercher de l'aide. À un autre niveau,
Bien, ceux qui ont une fragilité ou ceux qu'on se rend compte qui sont dans une période plus vulnérable, c'est quoi les interventions plus spécifiques qu'on pourrait faire? On va parler à ce moment-là d'un niveau plus sélectif d'intervention. Quand on regarde les écrits par rapport aux interventions pour prévenir le risque suicidaire chez les policiers, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des écrits sont de l'ordre de la prévention sélective. On va essayer d'aller agir sur ceux qui sont plus fragiles. Donc, on va essayer de faire de la vigilance, dépister les gens qui sont plus à risque. On va essayer de faire de la liaison, faire les liens avec les ressources qui existent. Il va y avoir des équipes de crise. On va essayer de traiter la dépendance. Donc, on va aller jouer sur les facteurs de risque des gens qu'on connaît qui ont une fragilité à ce moment-là. C'est les interventions qui sont les plus étudiées, c'est les interventions qu'on retrouve le plus justement dans la littérature. On voit aussi, par contre, qu'il existe des interventions de prévention universelle. À ce moment-là, c'est ce qu'on va voir surtout dans la littérature, il va y avoir de la formation à la résilience. On va essayer de renforcer les capacités de résilience des policiers, par exemple. On va aussi essayer de regarder le stress organisationnel. Donc, on va essayer d'agir en amont du risque suicidaire en diminuant tout ce qui est le stress organisationnel chez les policiers. Et vient aussi, ce qu'on a vu dans les écrits, des interventions de prévention qui sont plus indiquées. À ce moment-là, on va essayer de former, il y a des outils qui existent pour former les intervenants, les milieux, les organisations à intervenir auprès d'une personne qui est suicidaire. À ce moment-là, ça va être vraiment plus précis. La personne est actuellement en crise suicidaire. C'est quoi qu'on fait comme intervention? Donc, il existe des choses comme ça dans certains milieux. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Ce qu'on a eu de la difficulté à trouver, puis je vais continuer avec les écrits, mais ce qu'on a eu de la difficulté à trouver, c'est plutôt qu'est-ce qui se fait dans les milieux. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont développé des outils maison ou des trucs comme ça, mais ça, c'est des choses qu'on a de la difficulté à avoir accès. On a plus accès à ce qui a été mesuré, évalué dans les écrits scientifiques. Ce qu'on voit, c'est beaucoup plus aussi dans les écrits des approches qui sont réactives. On va réagir au fait qu'il y a un risque suicidaire. On va réagir au fait qu'on a une crise. On est moins en proaction, essayer d'être en amont de la crise qui va arriver. Il existe dans les écrits, on a trouvé une étude, puis on connaissait un peu là, ce programme-là, vu que c'est au Québec, là, le SPVM, ont un excellent modèle qui est reconnu au niveau de la prévention du suicide, qui s'appelle Ensemble pour la vie. C'est une initiative de prévention qui est vraiment très efficace au niveau du risque suicidaire. Il y a une étude qui est parue en 2012 qui justement parlait de ce programme-là, mais ils ont fait une étude pour voir si c'était au niveau de 10 ans, si les effets étaient encore positifs, puis l'article devrait paraître sous peu. Ce programme-là, quand je vous disais tantôt que c'était des interventions qui étaient multidéterminées, qu'il fallait qu'ils soient utilisés avec différentes composantes, justement, le SPVM représente bien ça. Donc, il y a la première étape qui était de former tous les policiers sur le risque de suicide, puis comment venir en aide à nos collègues. Donc, à ce moment-là, tout le monde recevait cette formation-là. Il y avait un certain effet de déstigmatisation aussi en disant, bien, on ne cible pas, c'est tout le monde qui a cette formation-là. Ils ont développé une ligne d'écoute aussi pour les policiers qui existe avec des psychologues qui étaient formés spécifiquement à la réalité policière. Donc, tantôt, quand je vous disais que il y avait l'impression des fois que les services ne convenaient pas ou qu'ils n'étaient pas compris, bien là, à ce moment-là, ça réglait le problème. Ils ont formé aussi l'ensemble des superviseurs et des milieux syndicaux pour permettre d'identifier les personnes à risque, donc plus une formation de type sentinelle pour essayer d'identifier les personnes qui peuvent être plus à risque. Et ils ont fait une campagne de publicité à travers les postes de police pour justement déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Donc, c'est un modèle qui est très intéressant puis qui démontre bien l'importance d'agir à différents niveaux. Peut-être qu'une seule, puis on ne le sait pas nécessairement, mais probablement qu'une seule intervention n'aurait pas été aussi efficace que toute cette amalgame d'interventions-là qui agissait à tous les niveaux. Dans les écrits, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a des obstacles à l'utilisation des services. Dans ces obstacles-là, ce qu'on va retrouver, entre autres, c'est, je vous le disais tout à l'heure, la peur de la stigmatisation. Si je le dis, que j'ai un problème. Si je consulte, est-ce que mon supérieur va le savoir? Est-ce que ça va jouer contre moi quand je vais demander justement ma promotion? Est-ce que mes collègues vont le savoir? Est-ce que je vais être identifiée différemment? Fait qu'il y a toute cette peur-là de la stigmatisation, peur des répercussions sur le lieu de travail. Puis, on ne sait pas tellement les services qui existent. On ne sait pas comment y avoir accès. Donc, ça, c'est dans les écrits, les différents obstacles qui ont été identifiés.
Je vous disais, ça, c'est bon, comme je pense que ça fait 40 fois que je parle d'écrit, mais pour un peu bonifier cette information-là, on a mené aussi une consultation auprès des différents milieux. On a envoyé un petit sondage un peu de consultation à différents milieux de pratique. On l'avait fait avec l'ensemble du personnel de la sécurité publique, mais là, on a ressorti les réponses principalement au niveau des policiers. Et voici, puis ça revient en lien avec ce que les écrits disaient, voici ce que les policiers nous disaient comme étant des obstacles à l'intervention. Puis ça, c'est vraiment des policiers québécois qui répondaient ou des organisations policières québécoises qui répondaient. Puis ce qu'ils disaient, entre autres, c'est la distance. À Montréal, peut-être qu'on n'a pas tellement cette question-là parce que les gens sont proches et tout ça, mais moindrement qu'on s'éloigne un petit peu en région au Québec, bien, la ressource n'est peut-être pas à côté. La distance pour se rendre, ça peut être un peu plus difficile à ce moment-là. Les contextes régionaux aussi, les activités, il n'y a pas le même accueil dans toutes les régions. Est-ce que peut-être que la culture policière elle peut être différente aussi au niveau de différentes régions à ce moment-là? Les ressources, pourrait peut-être être intéressant de partager les ressources entre les différents milieux. Ça pourrait peut-être briser ça. Puis toute l'inquiétude par rapport à la confidentialité. Ça, c'est vraiment ce qui ressortait énormément. L'inquiétude de dire, bien, est-ce qu'on va le savoir? Si j'appelle au PAE, c'est le programme d'aide aux employés, bien, est-ce que mon employeur va le savoir que j'ai appelé au PAE? Ils ont beau me dire qu'on ne le saura pas, mais moi, je sais que comme policier, je finis toujours par savoir l'information que je vais avoir. Fait qu'est-ce que le PAE va transmettre cette information-là? Il y a ces questionnements-là. Une suggestion qui était faite, c'était peut-être de voir est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir des interventions qui se passent à l'extérieur de l'organisation pour justement assurer ce côté confidentiel-là. Par contre, c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait des facilitateurs. Il n'y a pas juste des obstacles, tant mieux. Il y a des facilitateurs. Donc, ce qui faisait que c'était mieux perçu les interventions ou qui étaient plus facilement accessibles, c'était le fait que quand c'était obligatoire. Le fait qu'une activité était obligatoire, que je n'ai pas le choix. Là, moi, je suis infirmière, donc on n'a pas le choix comme infirmière de refaire notre RCR à toutes les X nombre d'années, bien, c'était le même principe. Le fait que je n'ai pas le choix à toutes les années, j'ai une formation sur la santé mentale ou j'ai un briefing sur la santé mentale, bien, ça déstigmatise, puis ça fait en sorte que bien, je ne me sens pas pointée du doigt si on m'encourage à y aller. Le fait que quand plusieurs acteurs aussi s'impliquent dans la promotion de l'activité. Donc, oui, les ressources humaines, mais la division santé-prévention du travail. Quand les gestionnaires s'impliquent avec les syndicats, les milieux syndicaux pour justement faire valoir l'importance de l'intervention, ça a encore plus de poids à ce moment-là. Et quand on sent, comme je le disais, l'appui de l'état-major, du syndicat, c'est comme si à ce moment-là, tout le monde se donne la main, puis on se rend compte que ce n'est pas juste une commande de la direction, puis là, il risque d'avoir des répercussions si je le fais, si je ne le fais pas, ou le syndicat, là, je vais peut-être me faire taper ses doigts. Fait que quand tout le monde travaille ensemble, c'est ce qui est le plus efficace. Il y a différentes recommandations suite à tout ça, toutes ces réflexions-là par rapport à la prévention du risque suicidaire chez les policiers. Donc, des recommandations qui sont sorties soit de la littérature ou des discussions qu'on a eues, de penser à offrir des services aussi des fois durant les heures de travail. Il y a des horaires atypiques, c'est difficile. Est-ce que j'ai vraiment l'énergie, le temps d'aller consulter en dehors de mon heure de travail, des fois d'avoir peut-être une ouverture à ce qu'il y ait accès à des services pendant l'horaire de travail, ça pourrait être intéressant, ou d'avoir des services qui se donnent sous une forme d'un horaire variable, parce que comme policier, on ne travaille pas du lundi au vendredi de 8 à 5, fait que des fois d'avoir cette variabilité-là dans l'offre de services, ça peut être intéressant. Une autre recommandation pour les milieux, c'est d'impliquer rapidement, puis dès le départ, les gestionnaires, les utilisateurs de services dans l'élaboration des interventions. Donc, essayer d'éviter de partir de... on sait que ça fonctionne dans les écrits, puis c'est un peu la vision qu'on a dans nos projets de recherche, c'est ça marche ça dans les écrits, c'est ça qu'on voit dans la littérature, fait que c'est comme ça qu'on va l'appliquer. On ne peut pas prendre une intervention qui fonctionne, par exemple, avec les infirmières, avec d'autres types de professionnels, puis l'appliquer intégralement aux policiers, ça ne marchera pas. On le voit, ils disent, les intervenants ne nous comprennent pas, les services, on a l'impression qu'ils ne répondent pas à nos besoins quand on parle à des policiers, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, de les impliquer rapidement pour que l'intervention soit développée avec eux puis pour eux.
Toute l'importance aussi de diminuer la stigmatisation liée à la santé mentale. Je pense que c'est un des premiers éléments à travailler parce que tant qu'il va y avoir cette perception-là que si je dis que j'ai un problème de santé mentale, je vais être pointée du doigt, je vais être vue comme faible, ça ne se fait pas, bien, c'est sûr que les gens n'iront pas chercher de l'aide. Donc, déjà, dès le départ, c'est important de diminuer cette stigmatisation-là. Puis, de développer des interventions multimodales, donc de normaliser les problèmes de santé, de reconnaître tout ce qui est facteur précipitant, puis d'être vigilant face aux facteurs précipitants qu'on connaît dans les organisations policières, puis offrir accès à des services qui connaissent la réalité policière. Puis ça, je pense que c'est vraiment aussi important de développer des services qui vont comprendre c'est quoi cette réalité-là de pratique, puis qui va être capable de répondre justement aux besoins de cette population-là, qui est quand même particulière dans les besoins qu'ils pourraient avoir. Il y a aussi des recommandations pour la recherche. Bien entendu, étant chercheur, on pense toujours aussi à des recommandations pour la recherche. Donc, c'est important de continuer les efforts au niveau autant provincial que national et tout ça pour comprendre justement c'est quoi les particularités des gestes suicidaires chez les policiers, de voir un peu les différentes trajectoires que peuvent suivre les policiers par rapport aux idéations suicidaires. C'était d'ailleurs une recommandation qui était sortie du rapport de l'Ontario en 2019 qui disait qu'il faudrait mieux pouvoir étudier chaque cas de suicide chez les policiers pour mieux comprendre c'est quoi les différents facteurs de risque qui sont rentrés en jeu. Est-ce qu'il y a eu une trajectoire de service qui a été utilisée? Qu'est-ce qui s'est passé chez ce policier-là? Parce que si on finit par mieux comprendre, on va peut-être être capable de mieux intervenir en amont par la suite. Donc ça, c'est vraiment un niveau de recherche. Ce qui est intéressant aussi au niveau du Québec qu'on a constaté dans les dernières années, c'est de voir l'importance de cette... Il y a une préoccupation là, de plus en plus, le fait que le suicide chez les policiers est quelque chose d'important, ça ressort énormément. Ça l'a même amené au niveau gouvernemental une prise de position, une réflexion. Il y a des travaux qui sont en cours au niveau du ministère de la Sécurité publique pour justement réfléchir à comment on pourrait développer un plan d'action pour la prévention du suicide chez les policiers, puis faire en sorte que un suicide de policier, c'est un suicide de trop. Donc, comment on peut faire pour le prévenir? C'est des travaux qui sont en cours puis qui, je pense, pourront éventuellement aider à démystifier un peu la problématique puis intervenir le plus efficacement possible. Donc, je vous ai lancé toutes ces informations-là. Mais je serais intéressée justement, j'ai vu qu'il y avait des questions, donc voir un peu vos questions, vos commentaires, si vous avez des réflexions, là, ça va me faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir avoir un visuel autre que mon écran, mais si vous avez besoin que je remonte des diapos, vous me le direz. Merci beaucoup, Christine. On a reçu plusieurs questions, donc je vais me permettre d'en relater quelques-unes. Donc, la première, on parle beaucoup du suicide chez les hommes policiers. Qu'en est-il des femmes policières? Est-ce qu'il y a un impact par rapport au fait qu'ils ont un métier traditionnellement masculin? Je vous dirais, puis je n'ai pas de données là, concrètes pour vous dire au niveau du décès chez les policières, policiers. Il y a des décès de policières par suicide comme il y a des décès de policiers. Je vous dirais qu'il peut avoir un impact. Je vous dirais qu'il commence à avoir une plus grande balance. Il y a encore plus de policiers que de policières, mais il commence à avoir un plus grand nombre de policières. Donc, je perçois moins peut-être le fait de sentir qu'ils sont out of the gang parce qu'ils fit moins. Il y en a plus de policières, donc ils ont peut-être plus de capacité à se reconnaître ou à s'identifier à d'autres. Je vous dirais que la particularité, ça serait au niveau du genre. Fait qu'ils ont, oui, ils ont un sexe féminin, là, c'est des femmes, mais je serais intéressée à voir est-ce qu'ils adhèrent aux stéréotypes de genre masculin? Est-ce que les femmes qui sont policiers vont chercher de l'aide ou sont un peu plus comme le stéréotype de genre homme de dire « Ah ben non, j'irai pas chercher de l'aide ». Donc, je ne peux pas vous dire si le fait qu'il adhère à un rôle qui est non traditionnellement féminin, ça a un impact. Je vous dirais que c'est peut-être plus le genre, dans quel genre il se situe par rapport à la recherche d'aide, par rapport à l'extériorisation des émotions et tout ça qui pourrait peut-être avoir un impact.
Merci. On nous demande quelles sont les mesures qui sont mises en place actuellement pour les armes à feu chez les policiers et leur entourage. Donc, j'imagine dans la prévention Le d'accidents de moyens. désarmement. Ouais. Je sais que dès qu'automatiquement, puis là, je ne rentrerai pas parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui sont probablement plus spécialisés que moi au niveau du désarmement. Je sais que c'est une question majeure, cette question-là. Puis c'est quelque chose qui est réfléchi puis qui va être discuté dans le plan d'action au niveau de réfléchir à cette façon de désarmer-là. Parce que c'est sûr qu'une personne qui serait en arrêt de travail pour un problème de santé mentale, oui, on va retirer l'arme à ce moment-là. Mais comment ça procède quand la personne est en période ou que là, elle est vulnérable à ce moment-ci, elle n'est pas en arrêt? Il y a toute cette question-là de savoir comment fonctionner. C'est quelque chose qui est en réflexion actuellement. Je ne suis pas certaine, puis il me semble dans les pourparlers qu'il existe une façon précise de faire ce désarmement-là, mais c'est vraiment un enjeu qui sont en train de se questionner à savoir c'est quoi la meilleure façon de procéder pour pas jouer, parce qu'il y a vraiment une identité professionnelle associée à cette arme à feu-là. Si on l'enlève, comment je me sens? Est-ce que ça l'augmente le facteur de risque parce que je me sens diminuée parce qu'on m'enlève en même temps, c'est pour le protéger. Fait qu'il y a toute cette réflexion-là à avoir. Puis comment on le fait? Si la personne est chez elle, est-ce que j'envoie des policiers chez eux alors que ses voisins savent tout, là, que c'est une police, puis qu'elle voit un char de police arriver pour enlever l'arme? Il y a vraiment toute cette réflexion-là à faire. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne pense pas qu'il y a un libellé de comment faire, mais c'est une réflexion qui est en cours actuellement à savoir comment bien procéder pour protéger le plus possible. Très bien. Est-ce qu'il existe, ou si elles existent, quelles sont-elles les formations en lien avec la prévention du suicide chez les policiers? Puis là, c'est peut-être toi, Jérôme, au niveau de la QPS. Mais je vous dirais que spécifiquement pour les policiers, il existe des programmes, par exemple, je sais qu'il existe dans certains milieux les premiers soins psychologiques qui vont être utilisés, on va former des pères aidants policiers pour soutenir puis faire de la relation d'aide. Ce n'est pas de la thérapie, mais de la relation d'aide avec d'autres policiers. Ce type d'approche-là, ce n'est pas spécifiquement en prévention du suicide, mais en même temps, si on travaille sur la détresse des gens, le mal-être des policiers, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'éventuellement, ça peut avoir un impact sur le suicide. Il y a des programmes de sentinelles, il y a des milieux qui sont formés aux sentinelles. Donc, à ce moment-là, Puis des fois, il y a des mélanges, des confusions dans les termes, là, mais sentinelle, c'est vraiment la capacité à détecter, dépister les gens qui pourraient être un peu plus à risque de suicide, identifier les gens qui sont plus fragiles à ce moment-là, puis les orienter vers les bonnes ressources. Donc oui, c'est des choses qui existent dans les milieux, mais une formation spécifique je pense que ça serait un idéal, un rêve de s'assurer que tout le monde a la même formation. Là. Mais pour le moment, c'est ce que je vous disais, la difficulté d'aller chercher ce qui se fait dans les différents milieux pour justement comparer, parce que tout le monde travaille, je pense, assez en silo en tant qu'organisation, puis d'essayer de mettre ça en commun, puis d'aider peut-être les plus petits centres qui ont peut-être moins de ressources, qui pourraient bénéficier de ce que d'autres ont développé. Ça, c'est un peu le travail qu'on est en train d'essayer de faire aussi. Effectivement. Puis si je peux me permettre de rajouter, il existe aussi la Maison La Vigile dans la région de Québec qui offre de l'hébergement de crise pour personnes qui travaillent dans les milieux de premiers répondants, dont les milieux policiers. Donc, c'est sans dire qu'il existe des formations spécifiques dédiées à la réalité des policiers. Il y a au moins des ressources qui, elles, ont cette expertise. Jérôme, je vais juste faire du pouce tantôt sur le désarmement. Là, excusez, c'est parce que j'ai vu que Mme Bérubé qui disait que la plupart du temps, l'arme à feu va rester dans le casier du policier. Donc, si on avait une question de désarmement, on pourrait toujours aller couper le cadenas, aller chercher le policier, mais elle mentionnait vraiment que c'est toujours une situation qui est extrêmement délicate. Puis, Brian Michara, justement, qui a travaillé avec le SPVM, disait justement qu'à Montréal, il y a une politique de retraite de l'arme des policiers qui sont vulnérables. C'est rarement utilisé là, quand même, mais ça fonctionne avec succès depuis plus de 25 ans. Fait qu'il existe des choses très localisées, puis c'est un peu le travail qui est fait avec le comité pour le plan d'action, c'est de trouver une façon d'uniformiser ou au moins de transférer cette information-là à l'ensemble de la province pour que tout le monde soit outillé de la même façon pour faire face à cette problématique-là.
Parfait. On nous amène sur la question de la postvention. Est-ce qu'il existe des stratégies de postvention pour les policiers ou est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à prendre en considération lorsqu'on doit intervenir dans un milieu qui a vécu un suicide? Je vous dirais, puis ça, c'est très intéressant, là, puis pour y faire du pouce, je ne sais pas si la conférence a eu lieu ou si elle s'en vient, là, la conférence sur la postvention demain. Je pense que cette intervention-là doit se faire quand même sur une longue période de temps. Là, maintenant, les travaux qui ont été faits par la QPS, justement, ont démontré que l'intervention, ça ne doit pas être juste ciblé rapidement, mais que ça doit se maintenir dans le temps, avec une plus grande distance, mais quand même se maintenir dans le temps. Puis d'outiller le milieu à faire face à ça plutôt que d'envoyer des professionnels qui arrivent un peu… ce qui est important, je pense, c'est justement d'être capable d'identifier… Bon, premièrement, de permettre aux gens qui ont besoin de discuter ou tout ça, d'avoir un professionnel qui est sur place, qui peut les rencontrer, qui peut discuter. Puis c'est aussi de demeurer vigilant à ceux que ça pourrait avoir le plus affecté ou le plus atteint. Est-ce que je m'identifie à ce policier-là? Est-ce que… comment se fait l'annonce? Puis souvent, c'est le gros enjeu avec les policiers au niveau de la postvention, c'est que l'annonce peut des fois se faire dans les médias avant de se faire au poste de police. Fait qu'il y a cet enjeu-là aussi de comment on gère l'annonce de la nouvelle, comment on gère, parce que là, les médias vont arriver puis vont voir. Fait qu'il y a tout cet enjeu-là qui peut se faire, il n'y a pas… il y a pas de politique claire. Encore là, c'est une réflexion qu'il y a à avoir, à savoir comment on peut rendre le plus sensible puis le plus personnalisé possible ce programme de prévention-là pour répondre à cette particularité de travail-là qui fait que tu as souvent le spot des médias qui arrive rapidement, l'annonce qui se fait difficilement, le fait que, bien, on sait que la contagion peut avoir un impact. Des fois sur le suicide. Est-ce que le fait que, bien, justement, là, j'ai mon collègue, moi, j'ai encore l'accès à l'arme quand même assez rapidement, est-ce que je m'identifie à cette personne-là? Puis il y a vraiment un enjeu à prendre en considération à ce moment-là. On nous demande, est-ce que les facteurs de risque chez les policiers peuvent évoluer ou changer avec l'âge? Probablement, parce qu'il n'y a rien qui est immuable là, dans la vie. Là. Fait que oui, ça peut changer. Je vous dirais que, puis là, j'ai cette information-là avec les policiers, des pompiers, les gens qui font des recherches avec les pompiers qui se rendent compte, puis je me demande si ça ne pourrait pas être similaire avec les policiers, qu'au moment de la retraite aussi, il y a comme une perte d'identité professionnelle. Pour tout le monde, là, quand il y a une retraite, il y a une perte d'identité professionnelle, mais comme policier, comme pompier, tu t'es beaucoup identifié par ta profession. Ta gang, c'est ta gang de police, c'est ta gang de… Et ce moment-là aussi peut devenir charnière. Donc, ces périodes de transition-là peuvent devenir importantes aussi. Donc, oui, probablement qu'en fonction, au début, peut-être, est-ce qu'au début, bon, tu es sur un autre mode de fonctionnement au niveau du stress de ce que tu vois? Est-ce que les répercussions sont plus grandes à ce moment-là? À un moment donné, tu t'es peut-être mis des mécanismes de défense très forts autour de toi parce que, à force de voir ces événements traumatiques-là, tu t'es dit, ça ne m'atteindra plus, mais à un moment donné, ça l'éclate, ça fissure cette barricade que tu t'es mis autour de toi. Fait que oui, ça l'évolue. Vous dire lesquels arrivent à quel âge, ça, je ne peux pas. Puis c'est ça un peu l'importance d'aller étudier les différents suicides pour essayer d'un peu plus comprendre bien, c'est quoi qui a joué à ces niveaux-là. Puis ce qui est difficile quand on va étudier les suicides actuellement, c'est bien, on se fie beaucoup au rapport du coroner, avec les limites que des fois ça peut avoir parce qu'il y en a certains qui sont très détaillés, d'autres qui sont plus brefs. Puis en même temps, bien, souvent, l'objectif, c'est d'aller identifier bon, la cause puis le facteur influent. Puis souvent, on va aller voir les proches, mais c'est important aussi d'aller voir l'organisation. Je vous en parlais tout à l'heure, là, le lien entre la vie professionnelle, la vie personnelle, comment ça peut être lié. Bien, des fois, ça va être difficile de savoir si on va juste voir la conjointe, bien, on ne saura peut-être pas ce qui s'est passé dans l'organisation de travail à ce moment-là. Donc, de varier ces sources-là pour essayer de bien comprendre la trajectoire, je pense que ça pourrait nous aider justement à voir cette évolution-là des facteurs de risque et de protection. Parfait, merci. Je vous rappelle qu'il nous reste environ une quinzaine de minutes, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit de continuer à les indiquer dans la section prévue. Autre question, on observe, comme partout ailleurs dans la société, des valeurs différentes chez les jeunes policiers par rapport aux plus anciens. Les jeunes sont souvent plus individualistes, ce qui diminue l'esprit de corps dans une unité. Est-ce que le facteur de protection de camaraderie est mis en péril dans ce…
excusez-moi. Je ne sais pas, puis écoutez, là, vous me posez des bonnes questions auxquelles là, je réfléchis comme ça, que j'ai pas, c'est pas basé sur les écrits ou des choses comme ça, mais ma réflexion, ce serait de dire, excusez, sont peut-être plus individuels au travail. Oui, ça pourrait avoir un impact. C'est sûr que l'esprit de camaraderie pourrait avoir un impact à ce moment-là. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont un réseau social plus diversifié? Puis, il y a certains policiers, s'ils disent, ben moi, tout mon soutien social est dans le milieu de la police. Mes chums, c'est des policiers. Quand je sors, ben, c'est avec des polices parce que de toute façon, c'est eux autres qui me comprennent. Ils vivent la même chose que moi. Je peux parler de mon travail avec eux, ils vont comprendre. Est-ce que les jeunes ont une plus grande diversité à ce moment-là, puis qu'ils vont avoir une autre forme de soutien social? Ça ne sera pas l'effet de camaraderie. Fait que oui, peut-être que le facteur de protection de camaraderie pourrait descendre, mais avant de dire qu'ils n'ont plus ce facteur de protection-là, j'aimerais ça aller voir s'ils ont un soutien social différent ou plus varié à ce moment-là. Ça serait mon hypothèse que j'irais vérifier. Parfait. Est-ce que des policiers peuvent avoir des idées suicidaires suite à des menaces qu'ils pourraient recevoir parmi des gens de la population, par exemple? Bien, ça, c'est l'enjeu de toujours. Là, le suicide, il n'y a pas une seule cause. Là, c'est vraiment multifactoriel. Fait un policier qui va super bien, que sa vie en général, top numéro un, puis qu'il n'y a aucun problème dans sa vie actuellement, il recevrait une menace. Peut-être que il ne trouverait pas ça drôle, il serait peut-être un peu déstabilisé, mais peut-être pas au point de faire un geste suicidaire. Par contre, un policier qui, dans sa vie actuellement, se remet en question, ça fait 3-4 cas majeurs qui soient, il a été témoin de scènes de violence, il a été témoin de suicide, ou dans sa vie, on ne perdra rien à être vigilant envers ce policier-là. Puis tant mieux si on se rend compte que bien, finalement, il prend et ça va bien. Fait que c'est ça. Je ne pense pas que c'est la seule cause, mais oui, ça pourrait s'ajouter à un amalgame de facteurs de risque à ce moment-là. Merci. On a une question d'une personne qui provient des milieux carcéraux qui Oui. perçoit des similitudes importantes entre les policiers et les agents de services correctionnels. Est-ce que qui a d'ailleurs fortement au stéréotype masculin, est-ce que c'est effectivement le cas? Oui, puis il y a des études qui sont faites actuellement. Là, d'ailleurs, si vous êtes dans les milieux carcéraux, vous allez peut-être en entendre parler, mais il y a des études qui se font là, vraiment pan-canadiennes pour essayer un peu plus de comprendre le stress post-traumatique, les blessures de stress, là, justement, post-traumatiques des agents en milieu carcéraux, puis un peu voir, puis on se rend compte vraiment que oui, il y a des similitudes. Puis je vous dirais que, à l'inverse de la police, souvent, ben, c'est comme si c'est une sous-classe de métier, là, un agent carcéral. Tu n'es pas assez bon pour être police, fait que tu es en agent carcéral, dans la vision sociale. Là, je ne vous dis pas que c'est ma perception, mais dans la vision sociale. Fait que ils ont peut-être moins un sens d'identité sociale, de rôle à jouer dans la société. Donc oui, ils pourraient avoir une influence. Puis justement, dans l'étude de Carleton, les agents correctionnels étaient inclus. Puis c'était une des populations où le taux de suicide, le taux d'idéation suicidaire, de tentative de suicide était très important chez cette population-là. Donc oui, c'est vraiment, il y a des similitudes à faire à ce moment-là. Vous avez abordé la question là, des nuances qu'il peut y avoir entre les policiers en milieu urbain, milieu rural. Est-ce que tu pourrais peut-être approfondir un peu plus pour démontrer les différences et similitudes entre les deux réalités? Bien, je vous dirais que milieu rural, milieu urbain, au niveau des facteurs de risque qui ressortent, c'est beaucoup justement la distance avec l'accessibilité aux services. Je prends l'exemple puis le SPVM là, est prisé par tous les milieux
policiers compte tenu de grosse offre de services qu'ils ont. Mais c'est un très gros service. Ils ont accès à toutes ces mesures-là. Donc, tu t'en vas dans un centre plus petit ou tu t'en vas, par exemple, dans la SQ, qui a beau être un gros centre, qui est une grosse organisation, mais c'est peut-être difficile d'avoir accès au policier qui, lui, est situé à Matane versus le policier qui est dans un autre petit village ou des choses comme ça. L'accès aux services, tu n'auras peut-être pas le psychologue à côté qui peut t'aider ou tu n'auras pas les ressources. Donc, c'est cet accès-là aux ressources. Il y a peut-être aussi la culture. Puis là, c'est peut-être des gros préjugés, mais l'ouverture puis la déstigmatisation des problèmes de santé mentale, je ne sais pas s'il y a la même ouverture dans les milieux un peu plus ruraux où l'aspect homme fort est un peu plus important peut-être que dans les milieux urbains. Là, je m'aventure, là, je ne suis pas certaine, mais ça serait l'image que j'aurais qui pourrait venir jouer entre milieux urbains et milieux ruraux à ce moment-là. Et ce qui m'amène à parler un peu de la situation au Québec dans son ensemble. Tu as abordé la question dans ta présentation. Il y a une volonté du ministère de la Sécurité publique de trouver des solutions ou des stratégies pour favoriser la prévention chez les policiers. Est-ce que déjà il y a des pistes de solutions, des stratégies qui sont envisagées là, pour le milieu policier? Oui, bien, il y a justement là, le plan d'action qui devrait sortir là, quand même sous peu, là, qui est en élaboration. Puis il y a vraiment des stratégies justement aux différents niveaux de vraiment penser en termes de bien, c'est quoi les interventions universelles, comment on peut renforcer les facteurs de protection, comment on peut renforcer justement la résilience des policiers, comment on peut jouer sur la déstigmatisation. Puis après ça, des pistes un petit peu plus précises quand on va penser plus en termes, bien là, j'agis comment quand mon policier, là, il y a un risque suicidaire actuel, bien justement, le désarmement, comment je procède. Puis en postvention aussi. Donc, ce plan d'action-là vise justement à préciser un peu. Puis je pense que le gros travail, puis c'est un peu l'idée que j'ai là, derrière la tête, mais le gros travail va être d'essayer d'aller voir justement qu'est-ce qui se fait actuellement dans les milieux pour présenter cet éventail-là d'outils aux différentes organisations, puis dire, bien, toi, comme organisation, c'est quoi ton besoin? C'est quoi que tu penses que ton organisation a besoin? Tu es rendu où dans ton développement de prévention du suicide? Puis qu'est-ce que tu peux aller chercher comme outil qui existe au lieu de toujours réinventer la roue? Fait que oui, ça, c'est des choses qui devraient s'en venir sous peu, là, qui vont peut-être pouvoir outiller là, les organisations de travail. En tant que policière, un conseil pratique qui est demandé. Oui. Comment dois-je réagir lorsque mon collègue semble avoir des idéations suicidaires en évitant de le stigmatiser? Bien, je pense que premièrement, c'est bien, de lui demander. Lui demander comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je pense que de sentir que quelqu'un se soucie de nous, puis qu'il est assez préoccupé par notre bien-être, qui nous demande comment ça va, puis tout ça. Moi, je pense que ça, c'est la première chose à faire. De poser la question. Tu m'inquiètes, je trouve que tu as changé depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment je peux t'aider? Puis de l'écouter. Je pense que l'écoute, c'est la meilleure chose. Puis après ça, c'est peut-être, si vous connaissez les ressources, peut-être d'essayer de l'orienter vers les ressources. Si vous ne les connaissez pas, peut-être de vous aller vous outiller avec. Je pense que le gros enjeu, la grosse crainte du policier dans son ouverture à vous, ça va être de dire est-ce que tu vas aller le dire? Est-ce que tu vas aller parler au boss? Est-ce que tu vas aller. Fait que c'est peut-être de l'accompagner dans son cheminement. Moi, je pense que ça serait la meilleure chose. S'il est à risque actuellement, bien là, c'est sûr, c'est d'assurer sa sécurité. Si on n'a pas le choix à ce moment-là, puis c'est vraiment, mais de l'accompagner dans son cheminement. Vous ne pouvez pas prendre ça sur vos épaules, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, là. Vous ne pouvez pas prendre le poids de sa détresse sur vos épaules, mais comment, avec lui, créer un certain filet de sécurité autour de lui. Quand ça ne va pas, là, est-ce que tu peux-tu m'appeler? Qu'est-ce que tu peux faire quand ça ne va pas? Comment qu'on peut faire pour t'aider? As-tu pensé à telle ressource? Je pense que ça serait la meilleure chose, mais posez la question. Ce n'est pas en posant la question que vous allez stigmatiser la personne. C'est avec l'attitude que vous allez avoir si vous posez la question. Bon, qu'est-ce qui se passe encore toi aujourd'hui? Bien là, c'est sûr qu'il peut se sentir un peu agressé ou des choses comme ça. Mais si vous êtes ouvert et vous êtes vraiment préoccupé, empathique par rapport à ce qu'il vit, il ne se sentira pas stigmatisé à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait des points en commun entre le risque suicidaire chez les policiers et chez les intervenants en prévention du suicide, par exemple, ou psychologues? Bien, c'est sûr que je vous dirais que l'enjeu par rapport aux services, d'accès aux services, je vous donne l'exemple, moi comme infirmière, d'accepter d'aller consulter à l'urgence ou d'aller consulter parce que je sens que je ne vais pas bien psychologiquement.
infirmière en santé mentale qui va consulter, peut-être pas sûr que ça va être ma première idée. Fait que cet enjeu-là d'auto-stigmatisation, de dire je n'irai pas vers les services parce que ça, c'est mes patients, c'est pas moi, c'est mes clients. Fait que ça, il y a cet enjeu-là. La particularité, par contre, par rapport aux policiers, c'est vraiment l'accès aux moyens. Que le psychologue n'aura peut-être pas, il n'y a pas il y a pas une arme à feu avec lui plus régulièrement, mais l'exposition à des traumas, l'exposition à des événements de vie, à la détresse des gens, à la souffrance, on pourrait le voir aussi au niveau des intervenants, des professionnels. Je voyais une question, Jérôme, concernant la stigmatisation en santé mentale, qu'on le voit dans plusieurs milieux. Oui, en effet, là c'est sûr que je vous parle des policiers, donc c'est sûr que je vais parler en termes de policiers, mais cette stigmatisation-là fait partie de la société aussi. Tous les milieux plus de type masculin, des fois, vont avoir ce côté-là. Ça commence à changer, mais ça reste que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez encore souvent. Est-ce que le fait que les policiers doivent parfois intervenir auprès d'une clientèle en crise suicidaire sans nécessairement être outillés peut avoir un impact? Je vous dirais que, bien, c'est sûr, bien, le fait de ne pas être outillé, il y a un sentiment d'impuissance qui peut s'ajouter à ça, puis de sentir que ben, je ne sais pas quoi faire. Puis quand quelqu'un est en crise suicidaire, c'est une souffrance à l'état pur, là, quand même, que la personne t'exprime à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est d'être confronté à cette souffrance-là. Si on le fait à répétition, c'est sûr que ça peut nous atteindre, ça peut nous rendre un peu plus vulnérables. Ce qui pourrait jouer aussi, puis ce qu'on voit dans la littérature, c'est le fait d'être exposé à répétition à des suicides pourrait un peu, d'une certaine façon, banaliser le geste suicidaire, une certaine normalisation, une certaine outil dans notre boîte à outils qu'on ne souhaiterait pas avoir, là, mais qu'à force de le voir, on se dit, ben, j'ai plus tant peur de la mort. Là. Je l'ai vu plusieurs fois. Je sais comment faire pour que ça marche. Il y a ces enjeux-là qui pourraient jouer. Mais je vous dirais, c'est beaucoup le fait d'être confronté. Puis quand on ne sait pas comment intervenir, bien, c'est tout le sentiment d'impuissance qui vient, qui pourrait peut-être nous habiter un peu plus longtemps. Si on sait comment faire, puis que la personne pose un geste suicidaire, pareil, je me suis quand même sentie confiante par rapport à mes interventions. Je suis déçue, puis je suis triste, puis je me sens mal que ça soit passé comme ça, mais j'ai confiance en ce que j'ai fait. Si je ne me sens pas outillée puis que la personne pose un geste suicidaire, bien, je vais peut-être l'avoir sa conscience un petit peu plus longtemps à ce moment-là. On a une question sur la paire aidance. Oui. Est-ce que ça a été évalué comme solution ou comme stratégie pour agir en première ligne? Je vous dirais que bien, il y a des programmes qui sont en évaluation actuellement, comme les premiers soins psychologiques et tout ça. Je vous dirais que la paire aidance, dans les écrits généraux de la paire aidance, pas spécifiquement chez les policiers, oui, ça a été décrit comme étant un outil qui peut être utile pour diminuer diminuer la détresse. Est-ce qu'au niveau suicidaire, puis là, il faudrait que j'aille vérifier là, au niveau des études spécifiques sur le suicide, mais au niveau de la détresse, oui, ça a montré que ça pouvait avoir un effet pour diminuer la détresse. Juste l'écoute, le fait de se sentir écouté peut avoir un grand bien pour les gens, puis de se faire orienter vers les bonnes ressources. Des fois, quand on est face au mur, on ne voit plus qu'il existe des ressources autour. Donc, ces pairs aidants-là nous amènent à décoller un peu du mur puis à voir qu'il y a peut-être des ressources autour. Je vais prendre une dernière question. La fin de l'heure approche. Alors, en ce qui a trait aux recherches qui ont été effectuées, est-ce qu'il y aurait un âge dont le policier devient plus à risque de faire un suicide ou une période dans la carrière du policier où il pourrait être plus à risque? Et même chose par rapport à la retraite. Oui, bien, je vous dirais que ce qui ressort, c'est beaucoup les périodes de transition. Donc, c'est sûr que la transition vers la retraite, les périodes, je vous dirais, c'est beaucoup les moments charnières, quand je vous parlais des moments précipitants, là, bien, c'est sûr que, puis je ne souhaite pas à tous les policiers d'avoir un refus de promotion ou des choses comme ça, mais quand on se retrouve dans un processus comme ça, qu'on demande une promotion, qu'on fait les démarches, qu'on ne l'a pas, les moments où il y a des enquêtes ou des trucs comme ça, c'est les moments où c'est là que le risque est plus grand et c'est là que les organisations devraient être plus vigilantes. Pendant ces périodes-là, quand ils voient des policiers comme ça, je voyais dans la question, entre autres, au niveau à la retraite, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 50 suicides là, dans les 19 dernières années, c'est que le coroner identifie le travail du policier.
identifie l'emploi de la personne qui se suicide. Quand la personne est à la retraite, je pense qu'il considère là, si la retraite, elle est récente, mais si la personne, ça faisait, je ne sais pas moi, 10 ans qu'elle est retraitée comme policier, je ne suis pas certaine que le coroner l'identifie. Puis là, il faudrait que je valide, mais je ne suis pas certaine qu'il l'identifie comme étant un policier. Donc, il n'entrerait probablement pas dans ma banque. Mais est-ce que sa carrière de policier l'a fragilisé puis fait en sorte que 10 ans plus tard, on ne le sait pas. Là. C'est là un peu l'idée d'aller les étudier, les différents cas, pour justement se dresser un portrait. Je pense que c'est là que ça nous permettrait de répondre à ces différentes questions-là. Alors, merci beaucoup, Christine. Merci à vous tous pour d'avoir assisté à cette présentation, d'avoir participé en posant de nombreuses questions. C'était fortement intéressant. C'est ce qui conclut notre présentation. Je vous invite à aller visiter le site webinaire au pluriel, webinairesps.com. La conférence se poursuit jusqu'à demain. Il y a encore plusieurs présentations qui seront en ligne. Alors, je vous invite à y participer. Il n'est pas trop tard pour s'y inscrire. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci beaucoup.